On passe donc maintenant aux délibérations de M. Vivier. La première concerne le surclassement démographique. Oui, la loi nous autorise à demander un surclassement démographique en matière de recrutement et de promotion du personnel qui nous permet de procéder à des recrutements à un niveau plus élevé que ce que nous autorise notre strate de population. Je pense que tout le monde est au courant que nous sommes à 37 754 habitants au dernier recensement. Mais comme nous avons 10 586 habitants en ZUS et que pour le besoin de cette demande, ces habitants peuvent compter double, voilà, cela nous porte à 48 340 habitants. Alors pour information, cette délibération a été faite à titre préventif, on va dire, pour le remplacement de notre poste de directeur général adjoint à la cohésion sociale et à l'égalité des chances. Ce recrutement a été effectué, on n'aura pas besoin de s'en servir tout de suite, mais ça nous paraît utile de conserver cette possibilité. Voilà. Alors pour avoir un complément d'information, pourquoi on prend cette délibération? Parce qu'on sait que dans le personnel, dans l'encadrement supérieur, on a du renouvellement qui s'opère. On a recruté d'ailleurs directeur des services techniques il y a peu de temps, donc le remplacement de Madame Leméoté en tant que directrice générale adjointe. Et on s'est rendu compte que peut-être qu'au niveau de l'attractivité, si on veut attirer des compétences et des talents, eh bien, cette mesure pouvait être prise. Alors, on l'avait fait de façon anticipée, en disant c'est une des possibilités qui nous sont offertes, donc ouvrons-la. Néanmoins, la personne que nous avons recrutée est une personne qui ne sera pas concernée, puisqu'elle est attachée principale. Mais qui pourrait être concernée dans l'avenir, d'ailleurs. Mais qui peut un jour être concernée dans l'avenir. Donc, cette délibération ne sera pas activée, si on peut dire, dans l'immédiat. Monsieur Marguerite. Merci, Monsieur le maire. Nous allons bien sûr voter pour, mais nous préférerions bien sûr qu'on n'ait pas à voter ce type de délibération et que le dynamisme démographique de la ville de Cherbourg-Octeville nous l'empêche de le faire et que nous ne soyons pas aujourd'hui à 37 000, mais bien au-dessus de 40 000 là aussi. Nous sommes confortés dans nos positions et nous espérons que le prochain recensement ne va pas aggraver encore un peu plus cette situation. Je précise que j'interviens au nom du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville, qui n'est pas composé, contrairement au tweet de M. Fagnan pendant le conseil, que de l'UMP, mais également d'un conseiller centriste du MoDem, d'un autre conseiller centriste de l'UDI et de 3 membres de la société civile. Donc nous ne sommes pas le groupe UMP, nous sommes le groupe Retrouver Cherbourg-Octeville. Nous suivons vos tweets, vous voyez, pendant le conseil. Simplement pour plagier quelqu'un en début de conseil municipal, je pense que les Cherbourgeois octevillais se moquent des états d'âme numériques de M. Marguerite. Bon, vous voyez que ce n'est pas un état d'âme qui me concerne, ça concerne l'équilibre de notre groupe, M. Fagnan, c'est absolument ridicule. 3 membres de la société civile, 2 centristes. Je suis désolé, on a le droit d'affirmer nos sensibilités, les différences de nos sensibilités dans le groupe. Je vous propose de voter cette demande de surclassement démographique. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, personnel municipal, tableau des effectifs. Délibération classique. Donc le tableau qui vous est proposé montre les évolutions d'effectifs qui sont enregistrés. Juste une remarque, peut-être pour anticiper éventuellement une question. Vous pouvez voir, concernant les postes de plus haut niveau de la collectivité, des augmentations sur différentes lignes, administrateurs, directeurs, etc. C'était des dispositions qui avaient été prises là aussi à titre préventif avant le recrutement. Mais ça ne signifie pas qu'il y a réellement de tels recrutements. Voilà. OK. Qui vote? Pardon, excusez-moi, Monsieur Marguerite. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Sur cette délibération, nous allons nous abstenir parce que je suis interpellé par plusieurs agents de la ville de Cherbourg-Octeville sur une situation qui me semble assez préoccupante sur le terrain juridique. Je veux parler des vacataires qui sont recrutés dans notre ville. Vous savez qu'il y a des règles juridiques assez strictes, que le statut de la fonction publique impose en principe de recruter de façon privilégiée des titulaires. Et je soutiens de mon côté, moi, le fait qu'on recrute en priorité des titulaires.
Et je condamne les dérives qui consistent à positionner des contractuels sur des postes de titulaires. Qu'il y ait des contractuels, c'est normal, il y a une législation qui a été d'ailleurs toilettée par une loi du 12 mars 2012, la loi dite Sauvadet, sur les différentes conditions de recrutement contractuel, les remplacements, la vacance temporaire d'emploi, etc. Mais il se trouve qu'il y a un vrai souci aujourd'hui dans certains services, en tout cas c'est une situation qui m'est rapportée, sur l'abus de l'utilisation des vacataires. Un vacataire, sur le plan juridique, ne peut venir pourvoir qu'un besoin ponctuel et ne peut en aucun cas pérenniser une mission, puisque sinon sa vacation doit être requalifiée en CDI. Ce qui insécurise évidemment la situation pour notre ville et ce qui précarise la situation de ceux que vous recrutez sous ce régime de la vacation. Je souhaite donc qu'une réflexion soit menée, que éviter le contentieux me semble être une bonne chose et qu'il faut que rapidement, celles et ceux qui sont sous le régime de la vacation puissent faire l'objet soit donc de bénéficier peut-être d'un CDD, d'un CDI, et même peut-être pour certains, parce que pour certains d'entre eux, et c'est ça qui m'interpelle, c'est qu'ils sont en poste de vacation depuis 6-7 ans, ce qui est absolument inconcevable sur le plan juridique. Tout à fait. Non, mais je partage votre analyse juridique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent il y a des missions nouvelles qui ont été confiées à la collectivité et qui correspondaient à des besoins ponctuels, temporaires, le temps souvent de convention. Ça a été le cas notamment des espaces publics numériques, pour lequel on a expérimenté les choses. À partir du moment où ces emplois deviennent permanents et qu'ils correspondent à un besoin permanent, il n'y a pas de difficulté. Je crois qu'on est saisi de l'ensemble des dossiers de la collectivité. En quelques mots. Alors, termine, tu as l'expertise que je n'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'orientation politique que nous avons, nous, c'est bien évidemment de titulariser dès lors que c'est possible. Par contre, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est que parfois, nous avons des emplois permanents sur du temps non complet et on ne pourra que titulariser que sur du temps non complet, qui correspond au travail effectué. Donc voilà, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Non, nous sommes très, très attentifs de façon générale effectivement à recruter des titulaires tant que c'est possible, parce que ça nous arrive d'effectuer des recrutements et de ne pas pouvoir recruter des titulaires parce qu'on n'a pas de candidature du tout ou pas de candidature satisfaisante qui correspond au poste. Effectivement, j'ai pu constater qu'il restait quelques cas de vacataires qui n'étaient pas dans des situations où on devrait, utiliser des vacataires. Donc j'ai rencontré d'ailleurs certains d'entre eux. Je leur ai fait savoir que la ville prendrait ses responsabilités par rapport à des situations qui, pour des raisons qui n'auraient jamais dû arriver. Elles sont arrivées pour des raisons historiques, parce que des financements... mais ça n'aurait pas dû arriver, et donc la ville prendra ses responsabilités, et on veillera à ce que de nouvelles situations ne se reproduisent pas. Voilà. Donc, sur ce tableau des effectifs, qui vote contre, qui s'abstient, donc 8 abstentions, délibération adoptée, moins 8 abstentions. On passe à la délibération suivante sur le régime indemnitaire. Là aussi, une nouvelle mise à jour du régime indemnitaire du personnel, liée ici à la mise en œuvre du projet de service musée, qui va nous amener à avoir au sein de la collectivité des attachés de conservation pour lesquels le régime indemnitaire n'était pas prévu. Donc cette délibération prévoit le régime indemnitaire pour cette catégorie d'agents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne la création d'un poste d'emploi de cabinet. Tout à fait. La loi 84-53 du 26 janvier 84 dispose que l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs. L'effectif plafond du nombre des emplois de cabinet est défini selon la strate démographique des communes. Dans le cas de la ville de Cherbourg-Octeville, ce nombre est de 2. Il n'y a actuellement aucun poste de cabinet pourvu. Il vous est précisé en outre qu'il appartient en propre à l'autorité territoriale de se prononcer sur les fonctions exercées par les membres de son cabinet et le montant des rémunérations individuelles dans certaines limites qui vous sont indiquées. Voilà. Donc il vous est proposé de créer un emploi de cabinet au sein de la ville de Cherbourg-Octeville, d'autoriser monsieur le maire à recruter sur cet emploi la personne de son choix et à fixer ses missions et à affecter les crédits afférents tels que cela vous est présenté. Monsieur Marguerite.
Je vous remercie, Monsieur le maire. Nous allons voter contre cette délibération, faute d'informations précises sur les missions qui seront celles de cette personne que vous allez recruter. Un poste de cabinet, c'est assez vague. Quelles sont précisément les missions qui lui seront affectées au sein de votre cabinet? Ce poste est-il réellement nécessaire dans cette période, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, de restrictions et de contraintes budgétaires? Voilà, je pense que ça mérite en tout cas un peu plus de détails sur la délibération et qu'en l'état de l'information dont nous disposons, nous ne pouvons que voter contre ce poste. Voilà, tout à fait. Je vous donne quelques informations. Donc, il ne s'agit pas de recruter un directeur de cabinet, il s'agit de recruter un collaborateur de cabinet qui va plus travailler sur ce qu'on peut appeler, et ce qui fait défaut, c'est la collecte, recherche, mise en forme d'informations à caractère économique et social. C'est un poste qui correspond, je dirais, à l'indice 321 de la fonction publique territoriale, qui est le premier indice de la catégorie B. Voilà, je pense que il y a possibilité d'avoir 2 collaborateurs de cabinet. Je vous dis que dans l'état actuel de mes réflexions, il n'y aura pas d'autres collaborateurs de cabinet, si ce n'est que cette personne qui travaillera sur les dossiers économiques et sociaux. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération donc adoptée, moins 8 abstentions. Délibération suivante. Donc, l'autorisation de recruter un personnel non titulaire du fait d'un accroissement temporaire d'activité. Donc, c'est encore, je dirais, la mise en place des temps d'activité périscolaire d'étape. Donc, dans le cadre de leur organisation, il est apparu nécessaire de faire appel à un certain nombre d'agents non titulaires afin d'accompagner les enfants lors des trajets vers les sites où se dérouleront les activités et de les encadrer sur les sites d'accueil périscolaire et de restauration dont le nombre a été augmenté. S'agissant d'une année d'expérimentation, dans la mesure où la collectivité n'a pas une connaissance précise du nombre d'enfants qui participeront aux activités proposées et donc des besoins correspondants en encadrement, les besoins maximums sur l'année scolaire 2014-2015 ont été estimés à 500 heures hebdomadaires de travail, répartis sur des postes compris entre 6h15 et 23h15 hebdomadaires. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons donc au matériel informatique déclassé. Donc la ville possède du matériel informatique amorti qui n'est plus utilisé par les services municipaux en raison de son obsolescence. Et donc là, il est proposé de céder gracieusement ce matériel, enfin du matériel, pas l'ensemble du matériel dans cette situation, à une association dont les actions présentent un intérêt local, à savoir l'association Artisans du Monde. Okay. Pardon? Ah oui, d'accord, tu ne prends pas part au vote. Voilà, d'accord. Juste pour la petite histoire, le matériel que nous mettons à disposition est effectivement en fin de vie, parce qu'on avait déjà mis du matériel à disposition de l'association il y a quelques temps, mais il est arrivé en fin de vie définitive très rapidement après. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La prise en charge des frais de mission des élus, et vous verrez que les élus sont peu dispendieux. Oui, ils sont au même régime que le personnel, en fait. Donc, les textes indiquent, notamment depuis un décret de 2009, que le principe du remboursement des frais de mission des élus doit être celui du forfait pour la restauration et l'hébergement, soit 15,25 € par repas et 60 € par nuit, et le réel pour les frais de transport, bien sûr dans le cadre de leur déplacement dans la commune. Pour les missions inhabituelles et à caractère particulier, comme par exemple les missions à l'étranger, le principe du remboursement peut être au réel pour l'ensemble des frais. Mais dans ce cas, chaque mission doit être autorisée préalablement par délibération spécifique du conseil municipal. C'est assez contraignant, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà. Donc, pour vous dire, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La résidence Schmitt, avec une garantie d'emprunt avec un M devant le P, comme on l'apprend à l'école primaire. Ah, je ne suis pas très bon en orthographe, mais ça, celle-là, on ne me la fait pas. Donc voilà, monsieur Didier. Donc en septembre 2010, la ville de Cherbourg-Octeville a accordé à l'association Résidence Schmitt sa garantie d'emprunt à hauteur de 4 738 000 €, répartis sur deux emprunts. Ces emprunts sont destinés à financer un projet qui consiste à tourner la résidence vers l'avenir et à respecter les exigences normatives en matière de circulation et de gération des personnes en fauteuil, afin d'offrir une prise en charge optimale aux 76 résidents, et également en profitant pour créer un espace spécifique et adapté aux aînés souffrant de troubles de type Alzheimer.
Le coût global du projet s'élève à 6 498 000 euros. Par correspondance du 27 juin, l'association nous a sollicité pour accorder la garantie totale d'un emprunt complémentaire destiné à financer des surcoûts par rapport au projet initial. Ces surcoûts sont validés par le Conseil général et financés par fonds propres de l'association, par subvention du département et par un emprunt complémentaire dont il est demandé la garantie. Donc, les caractéristiques de cet emprunt, donc son montant est de 400 000 euros et c'est un emprunt sur 25 ans à un taux fixe de 3,4%. Voilà, donc il vous est demandé d'accorder la garantie de la collectivité sur cet emprunt. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Finances communales, donc les taxes et produits malheureusement irrécouvrables, donc les admissions en non-valeur. Oui, là aussi malheureusement des admissions en non-valeur, donc pour le budget principal d'une part pour un montant de 7 689 euros qui comporte notamment pour une partie assez importante des redevances sur le domaine public des terrasses et des indemnités suite à dégradation sur biens publics donc que le Trésor public n'a pas pu recouvrir. Et ensuite, pour un montant de 27 823 euros, dont la plus grosse partie pour 22 000 euros est un déficit de deniers constaté dans une régie de recettes suite à un abus de confiance. Le régisseur en question est décédé et les héritiers ont renoncé à la succession, donc la somme devient irrecouvrable. Et sinon, il y a aussi 2 643 euros pour des mises en fourrière de véhicules. Enfin, sur le budget annexe du port de Plaisance, les admissions non-valeur représentent 4 584 euros et 60 centimes. Là aussi, pour l'essentiel, des créances dues par des personnes décédées et dont les héritiers ont renoncé à la succession. Ok. Non, M. Bourdon. Oui, pour cette délibération, nous allons nous abstenir, car il y avait déjà deux remarques. Déjà, on s'étonne que certaines créances datent depuis de nombreuses années, donc certaines ont l'air d'être depuis 2006. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nous c'est le comptable public. C'est le comptable public qui essaye en vain de vouloir recouvrer les sommes qui nous sont dues. Et puis au bout d'un certain temps, il nous signifie, écoutez, moi je ne peux plus, ça n'aboutit pas, c'est trop long, donc prenez une admission non-valeur parce que, voilà, donc inscrivez dans votre livre de compte. S'il y a un lien de cause à effet, mais dans la durée, il y a des personnes qui malheureusement sont décédées, donc là c'est évident. Non, mais quand elles sont décédées, c'était pas des cas, ça fait pas partie des cas les plus anciens. D'accord. Et sinon, nous aurions bien voulu avoir aussi la liste un peu plus détaillée des créances. Puisque là, ça regroupe, a priori, il y a différentes listes, mais on ne sait pas exactement, je ne dis pas dans le détail, mais au moins par famille. Je crois que le texte vous donne le détail. Vous verriez le détail avec les personnes concernées? Peut-être, ou au moins les initiales, mais voir un peu ce qu'il en résulte, quel type de créances, savoir quels sont les moyens pour recouvrer ce genre de choses. Quoi. Parce que, effectivement, il y a des créances qui ne sont pas excessives, mais il y en a certaines quand même... 22 000 euros, c'est quand même, quand même beaucoup. Je me suis attardé pour vous l'expliquer. C'est un cas qui est très... Juste une question corollaire, si je puis me permettre. Est-ce que, de votre connaissance, aujourd'hui, il existe d'autres cas qui pourront donner lieu à des non-valeurs? Sûrement, oui. Sûrement, oui. Et vous en connaissez la masse financière que ça représente ou pas? Non. Mais des cas comme les 22 000 euros, non. D'accord. Non. Okay. Non, mais ça c'était un cas qui était connu, qui a fait l'objet de... Ouais. Merci. Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Pardon, 8 abstentions, excusez-moi. Il faut que je lève la tête.